25 juillet 2013. En route pour le site sacré de Udong, ancienne capitale du Cambodge, à 40 km de Phnom Penh, sur la route de Battambang. On ne rencontre que trop rarement des gens extraordinaires. L'homme qui nous accompagne ce jour-là en est un. Pour les Français, expatriés ou touristes bien renseignés, Jean-Michel Philippi est devenu en quelques années l'un des incontournables du Cambodge. Plus qu'un guide, un érudit qui partage avec un enthousiasme communicatif sa passion pour ce pays. D'origine corse, Jean-Michel Philippi a suivi un parcours universitaire mêlant linguistique générale et anthropologie, puis a enseigné en Europe de l'Est et en Chine, séjournant au Cambodge une première fois en 1994, avant de revenir s'installer en 2006 à Phnom Penh, où il est désormais professeur de linguistique à l'Université royale. À Udong, 300 marches à gravir nous attendent pour 3 heures d'une passionnante visite. Cette partie-là, sur la droite, qui est Udong, la colline de Udong proprement dit, et qui termine par la nécropole. Et de l'autre côté, juste là, on va monter là maintenant, on a la nécropole de Langvek. Langvek était la capitale juste avant Udong. Donc il y a une partie de la colline de Udong qui est la nécropole des rois de Udong et une autre partie, ce qu'on va visiter maintenant, qui est la nécropole des rois de Langvek. On a en fait un stupa et une statue de Bouddha couché, on va les visiter tout de suite. Ce haut lieu sacré du Cambodge, parsemé de temples et de nécropoles bouddhistes, est encore fréquenté par de nombreux Khmers qui viennent rendre hommage à leurs anciens rois en se recueillant devant leur stupa, impressionnant monument funéraire de forme conique. On y trouve également une mosquée. Et la mosquée est très intéressante. On va encore me prendre les vieilles chams, le peu d'argent que j'ai dans la poche. Mosquée qui témoigne de la présence d'une communauté musulmane, les Chambani, dans l'ombre des pagodes. En route pour l'ascension. Cette colline qui est en gros la nécropole des rois de Langvek, on ne connaît pas la date exacte d'installation de la capitale à Langvek. On pense que c'est autour de 1470, mais l'aménagement de ce site ici remonte dans la première moitié du XVIe siècle. Plus loin, nous retrouvons les ruines du fameux Bouddha couché. Sans doute a-t-il été dynamité ou bombardé du temps des Khmers rouges. Jean-Michel Philippi nous explique. Là, par exemple, vous voyez, on peut voir la tête avec la chevelure qui se trouve là-bas, le nez et les 2 yeux. Alors c'est quelque chose, et tous les dignitaires étaient là tout le long, d'accord, en prière, main jointe, à genoux, adorant le Bouddha. On est rentré dans un Cambodge depuis 3 siècles, qui est un Cambodge petit véhicule. Hein. Le petit véhicule au Cambodge remonte vraisemblablement au XIIIe siècle. On ne sait pas à quel moment il est devenu religion officielle exactement. Même qu'on ne sait pas quand est-ce que Langvek est devenu exactement capitale. On a des problèmes de chronologie qui sont assez considérables. Maintenant, cet aménagement ici, cette partie de la colline, remonte vraisemblablement à la fin du XVe siècle. L'expression petit véhicule désigne l'école Theravada, la plus ancienne des écoles de bouddhistes actuelles, présente dans toute l'Asie du Sud-Est. Certaines Cambodgiennes racontent alors à Jean-Michel Philippi qu'elles ont connu le Bouddha couché intact avant sa destruction. Quelques pas plus loin, nous découvrons le stupa de Ang Chang Ier, roi du Cambodge de 1505 à 1555. Ang Chang était un des premiers rois de Langvek. Et donc, l'urne funéraire de Ang Chang a été déposée dans ce stupa. Bon, il n'était pas comme ça exactement à l'époque, hein, c'est-à-dire fin 15e, début 16e, mais on l'a refait, restauré. Il était en briques, on l'a recouvert d'enduit, etc., etc. Mais il était ici, il a toujours eu cette forme-là. Hein. Alors, ce stupa d'Ang Chang est intéressant parce que ça montre bien que le lieu était déjà sacré à l'époque de la monarchie de Langvek, avant 1601. Un peu plus loin,
Jean-Michel Philippi nous présente les différents rois du Cambodge moderne. En 1904, il aura un règne exceptionnellement long. En dessous, là-bas, le roi Sisowat. Sisowat, qui était le demi-frère de Norodom. Viendront ensuite le roi Monivong, puis Norodom Sihanouk, roi qui obtiendra l'indépendance du Cambodge et la fin du protectorat français en 1953. Près de 20 monarques résideront entre Longvek et Udong jusqu'en 1866, date à laquelle le roi Norodom Ier, roi de 1859 à 1904, installera sa capitale à Phnom Penh. Un peu plus loin, nous allons à la rencontre des représentants de la communauté Cham, gardiens de leur mosquée. Alors un détail encore, ce sont des Chams qui utilisent leur écriture ancienne. Mes amis là, que je connais très bien, alors ce sont ces messieurs et leurs familles qui sont chargés de la garde des lieux saints ici, bon, parce qu'il s'agit véritablement d'un lieu saint. D'ici 2 mois. Je connais bien parce que ça fait des années que je viens ou que je vais dans leur village, donc on a fini par bien se connaître. Ici règne une grande sérénité. Qui se souvient qu'au pied de cette même colline, les Khmers rouges ont enterré de nombreuses victimes dans une centaine de fosses communes. Voilà un bel exemple d'écriture Cham ancienne. Hein. Le linguiste se régale. Très belle. Nana Sosei. Oh, ça te maintienne. Sosei, oh, amen. Ça. Un très bel exemple. Hein. Alors, c'est une écriture qui vient du sud de l'Inde, l'écriture dite Pallava. Hein. De cette écriture Pallava qu'on a utilisée pour écrire le sanskrit d'abord, ont été tirées les 3 écritures de la péninsule, Mon, Cham et Khmer, qui avaient la même forme à l'origine et qui ont évolué dans des sens différents. Quoi. Alors ils ont des manuscrits qui sont remarquables, ils ont des manuscrits notamment historiques qui sont très très intéressants. Les 9/10 de ce manuscrit ne sont pas exploités. Nous laissons nos 2 Chams pour descendre visiter leurs habitations. Les Chams, 3e minorité ethnique du Cambodge, pratiquent un islam ancien, modéré, très éloigné de ceux qui prient 5 fois par jour. Et le voile de ces dames est réduit à sa plus simple expression. On imagine que le Cambodge est un pays bouddhiste, mais sous la strate du bouddhisme se cache de l'hindouisme, qui a réussi à se maintenir, et des divinités antérieures. Par exemple, on a le fameux Lokta Dampang Dangmampik, le génie au bâton de pierres précieuses. Ce sont ces divinités qui structurent en quelque sorte l'espace psychologique des Cambodgiens. Mais la religion khmer est faite de syncrétisme où ces génies ont naturellement leur place. La plupart des bâtiments historiques du site ont été ravagés par les bombardements américains de 1970 pendant la guerre du Vietnam, puis par les Vietnamiens et les Khmers rouges qui se sont retranchés sur cette colline pendant quelques années. Notre ascension se poursuit en direction du temple d'un grand Bouddha, construit récemment en remplacement de ceux détruits par les combats. On sait qu'il y a sous ce temple une construction pré-angkorienne, donc avant le 9e siècle. On en est sûr, ce qui veut dire que dès avant l'époque angkorienne, cet endroit était un lieu sacré. C'est ensuite qu'on a reconstruit et construit dessus. Il y a également une légende sur la construction de ce temple, comme quoi on cherche des boucs émissaires au Cambodge, on en cherche beaucoup. On raconte que le temple a été construit par un Chinois qui, pour ce faire, a bloqué une grotte et l'entrée d'une grotte où vivait un génie protecteur du Cambodge. L'entrée de la grotte bloquée, le génie protecteur ne pouvait plus exercer ses fonctions. Le Cambodge a donc été livré à l'adversité et aux puissances adverses. Voilà. Alors, entrons. Vous voyez, le temps de sport, tel qu'elles étaient à l'époque. Hein. Là, voilà, c'est ah oui, oh là mon Dieu, oui. L'acrylique. Et là, c'est la restauration. À l'intérieur, en effet, un immense Bouddha est en cours de restauration. On voit en doré, bien clinquant, bien kitsch. Hein. Très beau à l'origine. Bon, je réserve mon opinion pour aujourd'hui sur cela. Mais quittons ce Bouddha et ses vendeuses d'offrandes pour emprunter le passage entre les 2 collines.
Au loin, les stupas de la nécropole de Wudong nous attendent. Bravons les effrayants génies qui gardent l'entrée du site et continuons notre visite dans les pas de notre guide. Un truc qui était dynamité, vraisemblablement, encore un stupa dynamité, là. Mais déjà, Jean-Michel Philippi nous emmène plus loin. Les temples, les stupas et les bouddhas se succèdent. Nous voyons des pierres précieuses. Et celui-là, l'Ottatabandai, au bâton de fer, il est très beau. Il est très très beau. Avec un superbe bâton de fer à l'intérieur, le voilà. Et immédiatement après, avant d'en arriver à la nécropole proprement dite où se trouvent les urnes royales dans les stupas, eh bien on a une divinité. On a une divinité qui remonte à la nuit des temps. Une divinité ni bouddhiste ni hindoue qui continue d'exercer un rôle essentiel dans la vie quotidienne des Cambodgiens. Mais reprenons le chemin. L'intérêt de la visite, cet étonnant retour dans le temps, la faconde intarissable de notre guide et sa passion érudite nous font oublier chaleur et fatigue. La nécropole des rois de Wudong, elle commence paradoxalement avec le stupa d'un roi qui n'a pas régné à Wudong, qui a régné à Phnom Penh, le roi Sissowa de 1904 à 1927. Alors qu'est-ce que fait ce stupa à Wudong? Pourquoi le fait-on ici? Il avait souhaité qu'on le fasse ici, probablement pour, disons, avoir son règne lié à cette lignée de rois cambodgiens qui lui sont antérieurs. C'est pour ça qu'il aura son stupa ici. Sans doute la raison pour laquelle il aura ça ici. C'est l'époque du protectorat français et des grandes expositions universelles parisiennes au cours desquelles les richesses de la culture khmère enthousiasmeront la France. Mais la visite n'est pas terminée. Il nous faut continuer à grimper. Un autre grand moment d'histoire nous attend au pied de stupas magnifiques. Pas le premier. Celui-là a été admirablement restauré. Bon, c'est comme ça. Ils ont refait toutes les céramiques les unes après les autres. Vraiment quelque chose de superbe. Alors le premier, en fait, il ne faudrait pas commencer par celui-là, il faudrait commencer par l'autre stupa, celui qui est derrière. D'accord. Le premier, il est dédié à Suryapoa, qui va monter sur le trône de Wudong en 1601. Le deuxième, c'est le stupa de Angduong. Angduong, qui est le dernier roi. Donc le premier roi de Wudong, le dernier roi de Wudong. On va les voir de là-bas parce que là, on a une vue. Nous voilà bientôt arrivés au terme de ce formidable voyage dans le temps, où, on l'aura compris, le Cambodge a toujours vécu au rythme de ses alliances, la monarchie de Wudong connaissant, elle, une valse incroyable de rois, dont certains sacrés seulement pour quelques jours. Mais encore un peu d'histoire devant le stupa de Norodom Sihanouk. Sihanouk proclame l'indépendance du Cambodge en 1945 avec l'aide de l'armée japonaise. Les Français sont de retour. Le général Leclerc lui-même arrête le premier ministre de Sihanouk, Son Ngoc Tran. On le met en prison, dans une prison provinciale française à Mo. Un cadeau du ciel pour Sihanouk qui ne supportait pas son premier ministre. L'homme était séduisant, nationaliste, adoré des foules. Mieux valait le voir pour Sihanouk en prison et non pas, comment dirais-je, dans un rôle de premier ministre. Inauguré en 2003 par le roi et la reine, le stupa de Norodom Sihanouk est désormais le plus grand des stupas de Wudong. Construit en béton, il contiendrait des fragments de dents et d'os de Bouddha et des restes d'anciens monarques. Décédé en octobre 2012 et incinéré à Phnom Penh en février 2013, Norodom Sihanouk, Monseigneur Papa, considéré par certains comme le père de la nation, y repose désormais. Mais il est temps pour nous de rentrer, de remercier notre guide et de retrouver le présent cambodgien.